Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes de retour sur le plateau de Big Media cet après-midi à Quartier Général pour parler d'un sujet ô combien important qui est l'entrepreneuriat des femmes au sein des quartiers. Alors, en guise d'introduction, un petit chiffre. Seulement une seule femme à la tête d'une entreprise du Next 40. Seulement 10% de femmes à la tête des très grandes entreprises, alors que pourtant, il y a 49% de femmes... les femmes constituent 49% de la population active, donc il y a quand même un grand fossé, notamment par exemple dans la tech. Donc on pourrait avoir l'impression que le verre est un peu à moitié vide, mais bon, on voit que les choses changent, il y a des initiatives, que l'entrepreneuriat au féminin a connu une progression spectaculaire ces dernières années, et qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer, à conduire des projets inspirants et à occuper une place incontournable dans l'économie. Si cette dynamique s'observe au niveau national, aujourd'hui on va discuter de l'entrepreneuriat qui naît dans les quartiers et qui s'exporte avec une détermination sans faille. Et pendant ce live, je donnerai la parole à 3 entrepreneurs. Aminata, pardon. Bonjour. Bonjour Félix. Fondatrice de Chef It Up. Ça fait. C'est bien ça? C'est ça. Une entreprise de batch cooking à domicile. Donc en fait, on est la première plateforme en France qui met en relation des chefs partenaires avec des familles qui ont un besoin de mieux manger, de bien manger. Et on a des chefs qui se déplacent 2 heures chaque semaine chez les familles pour leur cuisiner l'ensemble de leurs repas de la semaine. Ça, très bien. Et je suis également entouré de Swat Boutograbet, qui est la fondatrice de Décodeuse. Ouais, Décodeuses, ce sont des écoles de code pour femmes dans les quartiers populaires. C'est un moyen d'émancipation économique que de passer par la tech pour exercer un métier qui est ultra valorisé en France. Et également Ahmad avec nous, fondateur de Bouscapé. Salut Ahmad, tu vas bien? Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de Bouscapé et de ce que tu fais sur Bouscapé? Bouscapé, moi je suis cofondateur du média qui a 20 ans aujourd'hui et qui est un média porté sur les cultures populaires. Donc on parle de ciné, mode, sport, musique. Je suis également coproducteur de la cérémonie Les Flammes, qui est la cérémonie des cultures populaires. Et ça serait intéressant d'avoir aussi ton point de vue. Alors je vais commencer par toi Aminata. Donc Chef It Up, c'est un peu l'histoire d'une passion qui s'est transformée en projet entrepreneurial. Tu es une mère de 3 enfants, tu as construit ton entreprise avec toute ton énergie, ton exigence et ta volonté d'ouvrir des portes. Tu as grandi, enfin en tout cas tu viens d'un quartier de Nantes si je ne m'abuse. Où tu as vraiment puisé des valeurs très fortes qui sont aujourd'hui au cœur de ton projet entrepreneurial. Si on revient vraiment au tout début de Chef It Up, quel a été ton déclic? Alors moi déjà, j'ai grandi avec 2 parents entrepreneurs. Donc j'ai ma maman qui avait des boutiques, les premières boutiques africaines à Nantes, et mon papa qui faisait les marchés. Donc j'ai grandi déjà dans cette culture entrepreneuriale. Et je me souviens même quand j'étais plus jeune, je tenais à un très jeune âge la boutique de ma maman quand elle partait faire des petites courses. Et en fait, le déclic, moi j'ai toujours été passionnée par la cuisine. Et arrivé au fin du collège, en fait, j'ai voulu me spécialiser dans la cuisine. Sauf que mes profs, et j'avoue que c'est un peu particulier, mais mes profs n'ont pas voulu me laisser partir en cuisine parce qu'ils disaient qu'il fallait que j'aille en général et que voilà. Donc premier rendez-vous manqué avec la cuisine. Et donc je poursuis, je fais des études dans le digital. Et en fait, à ce moment-là, je me fais virer de la boîte. Je me fais virer. Je devais faire mon master et du coup, je peux pas. Et là, je me dis, Ami, déjà, c'était un milieu qui m'intéressait pas forcément. Et je me dis, Ami, c'est pas possible. Toi, tu as grandi dans l'entrepreneuriat. Tu es passionné par la cuisine. Tu sais que c'est quelque chose qui te porte. À ce moment-là, je me suis dit, Ami, tu peux pas laisser quelqu'un, un entrepreneur, décider pour toi. Et à ce moment-là, je me dis, bon, Ami, 2e rendez-vous avec la cuisine, tu ne le manqueras pas. Donc, je commence à réfléchir à un projet. Je savais que ça allait être dans la cuisine. Et à l'époque, je galérais avec ma fille de 1 an et mon mari. Parce que tous les soirs, on galérait avec la préparation des repas. C'était vraiment un moment de tension. Et je commence à réfléchir à ça et je trouve rien qui me soulage. Et c'est comme ça que l'idée de Chef It Up est venue. Donc en gros, de soulager les parents, les familles qui galèrent comme moi avec la préparation des repas. Et j'ai mis mon tablier, je suis allée cuisiner chez des copines et c'est comme ça que c'est né. Quelle a été un peu la réaction autour de toi, de ta famille, de tes amis Comment ça a été perçu? En vrai, au début, moi, je sais que j'avais toujours des projets à foison. Chaque semaine, j'arrive avec un nouveau projet. On m'a dit, vas-y, encore un projet, Ami, c'est bon, on en a marre. Mais je savais qu'il y avait un truc fort. Il y avait vraiment quelque chose qui me portait. Et au début, c'est vrai que on m'a laissé un petit peu faire mon chemin. Et au fur et à mesure des mois, des années qui passaient et qu'ils voyaient que j'étais toujours aussi déterminée,
Là, il a commencé à avoir du soutien, à me dire ah ok, bon là, elle est vraiment dans un truc qui paraît intéressant. Je vois. Alors je vais me tourner cette fois-ci vers Swad, qui est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on peut appeler une trajectoire qui bouscule les codes, ou qui bouscule le code en l'occurrence, puisque tu as fondé Les Décodeuses, qui est une école de formation au code dédiée aux femmes issues des quartiers prioritaires et populaires. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce projet et de comment il est né? Alors moi j'ai fait la fac, je viens d'Orly, j'ai travaillé dans une banque pendant quelques années et en fait j'ai été freinée. Je trouve que durant cette époque on ne voyait pas mon potentiel, donc le salariat m'a permis de réaliser que je n'étais pas du tout faite pour rester salariée et donc je suis allée vers une reconversion professionnelle et c'est dans le code que je me suis retrouvée. Je me suis passionnée pour le code. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait quasiment pas de femmes en France un milieu très qui masculin. codaient. Et pas uniquement des femmes, mais aussi des profils de tout horizon, enfin, quel que soit le milieu social. Je m'aperçois que femmes de milieu populaire, on est totalement absente de ce milieu. Et je suis partie d'une banque déjà qui est quand même hyper masculin. Mais alors là, je suis arrivée dans un milieu masculin, élitiste, où on a fait croire pendant très longtemps que les femmes n'étaient pas à leur place. Et oui, en quelque sorte, bousculer les codes parce que en France, il y a moins de 30% de femmes qui exercent dans les métiers de la tech. Mais en plus, quand on zoome sur les métiers, c'est du marketing, c'est pas du tout de la technique. Donc pour moi, c'était important de, rappeler que c'était complètement accessible. Et ça, c'est vraiment un message pour tout le monde, contrairement aux idées reçues, à tous ces gens qui sont ingénieurs et qui passent leur temps à nous dire non mais il faut être ingé pour faire du code, c'est faux. Et ensuite, que c'est accessible et deux, qu'on a terriblement besoin de femmes parce que la majorité des solutions, des produits qui sont conçus par les hommes correspondent aux besoins des hommes. Donc là, on oublie la moitié de la population en France. Et justement, tu as été confronté à des stéréotypes justement sur la tech, etc., auxquels tu as été confronté et justement ça t'a donné peut-être encore plus de motivation pour déconstruire ces stéréotypes. Alors en fait, les plus difficiles à convaincre, malheureusement, c'est les hommes. Ils ont vraiment, vraiment envie de rester les seuls dans la tech, sauf que en France, c'est un des milieux les plus rémunérateurs. Et en France, on a aussi un autre problème, c'est que là où se situent les femmes, c'est-à-dire là où elles sont surreprésentées dans les métiers du care, par exemple, elles sont précarisées. Donc moi, j'avais une idée hyper simple, c'est qu'on arrête de dire aux femmes de milieu populaire allez faire des métiers peu qualifiés, parce que là-bas, en fait, ils sont peu rémunérés. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était de dire aux femmes, venez apprendre à coder et vous allez être mieux rémunérés. Vous allez entrer dans un monde qui est certes un peu hostile, mais il faut qu'on prenne notre place. Et résultat, en 8 ans, on a ouvert 6 antennes, on a formé plus de 500 femmes et surtout, en fait, on a plus de 80% de femmes qui sont en poste et qui gagnent plus de 40% de revenus. Donc, en fait, cette stat des 6%, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France. Nous, en 1 an, on a prouvé que juste en apprenant un métier qui est complètement accessible, on pouvait accéder à un métier ultra valorisant et sortir de la pauvreté. Je voulais aussi rebondir là-dessus pour interroger Ahmad. Donc tu es le fondateur de Bouscapé, qui est un des premiers médias français à vraiment avoir mis en lumière la culture urbaine et les talents des quartiers avant que ça devienne vraiment mainstream, on va dire. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur visionnaire, autodidacte. Et toi qui connais bien les habitants des quartiers, je voudrais savoir ce que tu observes chez les femmes des quartiers quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Elles partent avec un retard certain, ça c'est sûr. Un retard qui est dû déjà à leurs conditions dans les quartiers, tout simplement. Et aussi par le fait d'être une femme. Parce qu'on est dans une société d'hommes, tout est fait pour les hommes, on le sait. Et quand tu es une femme, tu pars forcément avec un désavantage. Et ça, on le sait. Et celui qui ne le reconnaît pas aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas objectif. Et peut-être que... Est-ce que tu as observé que peut-être les femmes dans les quartiers prioritaires de la ville en particulier ont des idées d'entreprise qui sont parfois très concrètes et très ancrées aussi dans la réalité, qui sont très entreprenantes du fait aussi d'un manque peut-être de visibilité Oui, il y en a plein qui ont plein d'idées. Et quand j'entends leurs projets à toutes les deux, je me dis heureusement qu'il y a des femmes comme ça qui viennent et qui portent la parole. Et on est dans une ère où tu as besoin d'être inspiré. Tu as besoin de te dire, je vois une telle, je me reconnais en elle,
je me vois un tel et je me reconnais en lui. Et aujourd'hui, plus qu'avant. Ça veut dire que si elles ne prennent pas la parole pour raconter ce qu'elles font, qui est tout à fait honorable, bah en fait, les petites filles dans les quartiers, elles ne se disent pas que ça peut exister. Ouais. Là, c'est bon. Elles ne se disent pas que ça peut exister. Elles ne se disent pas qu'elles peuvent le faire. Donc, ouais, c'est très important. Et toi, Aminata, avant de créer ton entreprise, quelle image tu te faisais de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu te disais que c'était pas pour toi enfin, tu vois, quelle image t'en avais de là où tu étais? En fait, l'entrepreneuriat, moi, ça m'a toujours intéressée. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée, quand j'ai lancé chez FitUp, je me rendais pas compte à quel point il y avait de l'argent à se faire. Vraiment. En fait, je me rendais pas compte de la profondeur du marché. Et la petite anecdote, quand je me suis lancée, je me suis dit, le jour où je ferai 2000 € de chiffre d'affaires, je serai trop contente et tout. Et aujourd'hui, on en fait beaucoup plus. Et en fait, je vois en fait, de plus en plus la mesure du projet. Et c'est vrai qu'au début, quand on vient d'un quartier, quand on a connu entre guillemets la pauvreté, et de faire des boîtes qui vont générer des millions d'euros, pour nous, c'est improbable. Et aujourd'hui, je voudrais insister, on peut le faire, c'est possible. Et c'est hyper important d'avoir des modèles autour de nous qui nous... Moi, par exemple, je suis très inspirée et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de modèles qui nous ont... Là, il commence à y avoir des modèles qui arrivent. Qui sont tes modèles, toi? Moi, c'est Kelly Massol. Kelly Massol, j'aime beaucoup énormément son parcours entrepreneurial. Et en fait, elle porte quelque chose. Elle a ouvert la voie aussi à toute une génération derrière. Et vraiment, j'insiste. Parfois, les millions, ça fait peur parce qu'on se dit, mais c'est pas pour moi, c'est possible. Et on a la capacité d'entreprendre et de faire des grosses boîtes. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. On va souvent se cantonner à des entreprises à taille humaine parce que voilà, ça nous rassure, c'est ce qu'on a connu. Mais là, il faut aller en avant toutes, comme on dit. Et vraiment, on a la capacité de le faire. Et si moi, ce message-là, il peut atterrir dans des oreilles de jeunes filles qui se reconnaissent, et tout est gagné parce qu'ensemble, vraiment, on peut aller très loin. Et en tant que fille qui vient d'un quartier, en fait, on ne se rend pas compte du potentiel et de tout ce qu'on a engrangé dans le quartier qui nous permettent d'être des entrepreneurs vraiment à succès et hors pair. Et soit, toi, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une compétence ou une force, un trait de caractère qui t'avait permis dans ta vie personnelle, par exemple, et qui t'a beaucoup aidé dans le secteur de la tech, en arrivant dans la tech? Quelque chose qui t'a poussé vraiment à entreprendre? Je pense que dans les quartiers populaires, on est des vanneurs, on est des storytellers. C'est quelque chose qui est assez, je trouve, répandu parce que justement de la contrainte naît la créativité et donc on est je pense qu'on a vraiment des imaginaires qui sont sans fin et ça m'a beaucoup aidé en fait d'apprendre à pitcher, d'apprendre à storyteller, d'apprendre à raconter autrement. Ça s'est transformé comment? Ça s'est transformé en savoir convaincre, négocier, s'imposer, prendre sa place. Et en fait, je pense que ça vient carrément du quartier parce que c'est une manière d'exister qui est un peu différente. On a toujours dû faire sa place, on ne nous l'a jamais offerte. Et finalement, dans le marché de la tech, quand je suis face à des hommes qui viennent avec leur diplôme, moi, je viens avec mon storytelling. Et ça fonctionne. Partagez ce constat tous les deux, vous êtes arrivés aussi à trouver en vous un peu les forces, les capacités pour justement faire fi des exigences, on va dire, un peu attendues, stéréotypes. Exactement. En fait, je pense qu'on a un truc dans les quartiers, c'est que, en fait, comme on dit, on a la dalle. Et en fait, on a peur de rien. Et on a toujours été un peu débrouillard. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que je me reconnais beaucoup en toi, c'est convaincre. Aller au culot et aller demander. Par exemple, quand je me suis lancée, j'ai contacté des grands chefs d'entreprise, de grosses boîtes qui font des millions d'euros parce que j'avais besoin de conseils. Et en fait, on n'a pas peur parce qu'en fait, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et ça, c'est une force incroyable. Ahmad, c'est marrant parce qu'en préparant cette émission, tu nous as parlé un peu de ta maman qui était chef d'entreprise sans le savoir, tu nous disais. Ah oui. Ouais. Oui. Et du coup, qu'est-ce que Oui, ça parce t'évoque? que finalement, moi, je suis troisième enfant d'une famille de 8. Et en vrai, c'est ma mère, elle nous a élevés. Je ne serais pas là en train de vous parler si jamais elle n'avait pas été dans ma vie. Et ce que je dis souvent, c'est que avec l'évolution du temps, heureusement, il y a eu de l'émancipation pour les femmes, et elles travaillent, etc. C'est important. Mais quelque part, on leur a pas enlevé
le reste. C'est-à-dire que, surtout dans les familles très ancrées dans les quartiers, qui sont très culturels et tout, enfin moi je viens du Sénégal en tout cas, on leur a pas enlevé la partie tâches ménagères, s'occuper des enfants, etc. Donc moi j'ai vu ça en fait toute ma jeunesse, en fait j'ai grandi dans ça, où ma mère en fait elle a dû nous élever. Donc c'était une entreprise pas facile à gérer. Et en fait elle a dû attendre que mon dernier frère, qui est le 8e, qui a les 3 ans pour commencer à travailler. Donc oui, c'est bien, on évolue. En tout cas, les femmes, elles évoluent, tant mieux, mais ça ne voulait pas assez vite encore à mon goût. Et chez Bouscapé, tu as dû aussi croiser pas mal de femmes qui hésitent peut-être à franchir le pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui pour les aider à oser, à franchir cette barrière, à passer le pas? Bah, qu'il y a de la place pour elles, très clairement. Nous, je sais qu'il y a 2 ans, je crois, on a une jeune fille qui est arrivée chez nous, qui s'appelle Lilia, qui était voilée. Elle n'arrivait pas à trouver du taf. Et quand elle est arrivée chez nous, on n'a même pas regardé le fait qu'elle soit voilée ou pas. En fait, elle était bonne, elle était performante, elle est venue, elle nous a rejoints. Donc ça a étonné certaines personnes de voir une femme voilée à l'écran, parce que nous, en plus, on ne l'a pas caché. Hein. Elle était là, elle faisait des vidéos, elle hostait des vidéos elle-même, elle était présentatrice, animatrice et journaliste. Et en vrai, ça l'a fait. Et en fait, même si derrière, aujourd'hui, tu as quand même t'as toujours des lâches qui, derrière des pseudos sur les réseaux sociaux, vont s'attaquer aux femmes. C'est un peu facile. Nous, on était derrière elle, on l'a soutenue et puis on ne l'a pas invisibilisée pour autant. Ouais. Et j'espère que des exemples comme ça... À la suite de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que je recevais pas mal de mails de jeunes filles qui étaient voilées, qui voulaient bosser chez nous. Donc je pense que ça a eu un effet quand même positif. Et je me dis, faut pas se fermer en vrai. Et il faut ouvrir les portes le plus possible. Clairement, il faut pousser. Et Swad, si par exemple demain une jeune femme dans le quartier vient te voir et te dit je ne sais pas comment arriver dans la tech, comment me lancer dans la tech, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors nous, toute l'année, on organise des ateliers d'initiation. Donc durant ces ateliers, en fait, on apprend à coder sa première page web. Et généralement, ça, c'est le premier pas. Et c'est durant cet atelier qu'il y a un déclic. Donc la première chose, c'est d'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut tester, il faut aller sur toutes les plateformes d'apprentissage. Aujourd'hui, sur Internet, on peut apprendre tout gratuitement. C'est quasi impossible de ne pas développer des compétences. En tout cas, quand on a Internet, aujourd'hui, vraiment, on peut tout apprendre. D'ailleurs, il y a de plus en plus de chaînes de personnes qui font de la transmission, partagent leurs connaissances, etc. Donc, on est vraiment dans l'ère de l'apprentissage. La première chose, c'est d'apprendre par soi-même. Et ensuite, il y a tellement de dispositifs de formation en ce moment en France, parce qu'il y a de gros besoins. Il y a quand même énormément de pénuries en France sur les profils tech. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a quasiment que des garçons qui s'orientent vers ces filières scientifiques. Et donc, il faut aussi faire un rappel aux femmes, aux jeunes filles, d'aller vers les sciences, parce que demain, c'est vraiment là où il va y avoir le plus d'emplois. Et notamment, on le voit avec l'émergence de tous ces outils IA qui vont transformer une grande partie des métiers. Et sans surprise, la majorité des métiers qui vont être transformés sont les métiers occupés par les femmes. L'administratif, la comptabilité. Enfin, vraiment, c'est des sujets qui sont très, très importants. Et si on ne veut pas voir reculer davantage les droits des femmes, parce qu'on est dans un pays où l'extrême droite avance, il faut vraiment, vraiment travailler sur l'émancipation économique des femmes. Et notamment, ça passe par développer des compétences, se former. Et ça, il faut que ça soit vraiment massif. L'atelier est très pratique et c'est justement comme ça qu'on pourra lever toutes ces croyances qui sont un peu limitantes. Et en parlant de croyances limitantes, toi, est-ce qu'il y avait, Aminata, chez toi, est-ce que tu avais un peu des idées reçues ou des choses qui te bloquaient? Tu te disais, c'est pas pour moi, ce milieu-là, ou est-ce qu'il y a eu t'as rencontré quelques freins comme ça et où finalement, au bout du compte, tu t'es dit, mais en fait, les freins, ils n'existent pas, c'est juste la société qui les construit. Moi, je pense que ma principale croyance limitante, c'était mon syndrome de l'imposteur, où en fait, tu rentres dans un système, dans un parcours entrepreneurial, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, moi, j'avais l'impression de jouer à la marchande, en fait. J'avais l'impression d'être au quartier en train de faire un petit projet. Et donc, moi, ça a été ma principale croyance limitante. Et ce qui m'a permis de la dépasser, en fait, c'était juste de passer à l'action. En fait, ce qui va permettre
de booster ta confiance et de te dire, en fait, non, je suis légitime. En fait, c'est juste de faire. Et plus tu vas faire, plus tu vas être performante, plus tu vas te former. Et après, tu vas pouvoir devenir experte dans ton domaine. Aujourd'hui, je suis passée par pas mal d'étapes. Et là, je suis là devant vous en pleine confiance. Alors qu'il y a encore 5 ans, j'étais là, je me disais, est-ce que je suis bien à ma place? Mais après, voilà, ça... Ce qu'on voit parfois, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est des hommes qui vont avoir l'inverse d'un syndrome de l'imposteur. Ça va être qui vont avoir hyper confiance, ultra confiance dans leur capacité à être entrepreneur. Toi, Ahmad, dans ton entourage ou dans les gens que tu croises, quand tu rencontres des gens comme ça, des hommes qui affirment que l'entrepreneuriat c'est un truc de mec, quoi. Qu'est-ce que tu leur réponds? Qu'est-ce que tu as à leur dire? J'en ai jamais entendu qu'il l'affirmait, mais je pense que dans l'attitude et dans ce qu'on nous a mis dans la tête depuis très jeune, on dit très rarement entrepreneuse. Tu vois, on masculinise le mot déjà. Donc je pense que dans la tête des gens, c'est quand tu dis je suis un boss, forcément c'est un mec. Dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire, c'est ça. C'est un boss, c'est un mec, c'est tout. Tu vois. Donc heureusement, ça a changé un peu, mais ça ne change pas encore assez vite, mais ça change. Souad, est-ce que tu pourrais nous partager un moment où ton regard extérieur s'est révélé être, par exemple, un atout dans la tech, alors qu'on aurait pu penser l'inverse, un moment où ta culture, tes origines, ton expérience a été vraiment une sorte de... une vraie plus-value dans ce monde de la tech qui peut être un peu siloté et pas très au courant de ce qui se passe dans le monde réel. Ouais, non, mais on peut le dire, dans la tech, il y a principalement que des clones. Et donc, le fait qu'on arrive avec notre regard complètement différent, parce que justement, notre origine sociale, elle nous permet déjà de constater des inégalités, ensuite d'avoir cette valeur de la solidarité. C'est-à-dire que depuis l'enfance, depuis l'adolescence, et même dans nos familles, la solidarité, c'est un moyen, c'est un outil de progresser ensemble. On ne peut pas faire sans. Dans tout espace où il y a peu de moyens, de toute façon, on est obligé de faire ça. Donc le fait d'arriver dans un secteur où il y a quasiment que des clones, je suis arrivée avec une créativité, un regard différent. Et puis surtout, moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'étranger. En France, on est très en retard sur plein de sujets, et notamment dans la tech. C'est vraiment des idées et des solutions qui mettent beaucoup de temps à émerger. Donc quand on est arrivé avec cette envie de féminiser, mais aussi d'apporter de la parité sociale, les entreprises, elles ont vu par elles-mêmes la différence dans les cellules informatiques. Elles ont vu que des femmes qui sont consommatrices de tel ou tel produit, qui désormais conçoivent, réparent et conçoivent avec des expériences terrain. Donc rien que ça leur a permis de comprendre que waouh, c'est super important d'aller chercher des personnes qui sont concernées. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des applications. Il y a tellement d'applications qui sont montées par des hommes, mais qui sont conçues pour les femmes. C'est vraiment catastrophique. Par exemple, les applis de règles, mais il y a tellement d'erreurs. Pourquoi? Parce que c'est conçu par des hommes. Et donc, on a tout intérêt, en fait, à faire venir des personnes concernées. Et tant qu'on ne fait pas venir les personnes concernées résoudre les problématiques, on sera toujours dans un pays où les gens sont là-haut totalement déconnectés et amènent des solutions qui ne correspondent pas du tout au terrain. Donc nous, on est vraiment arrivés avec des personnes qui sont d'un milieu différent et donc qui ont un regard différent, mais aussi qui avaient des expériences précédentes différentes. En fait, elles sont venues avec des bagages professionnels qu'eux n'avaient pas. Et donc, typiquement, celles qui bossent dans des boîtes tech qui concernent la santé, tu avais des anciennes infirmières, tu avais des anciennes puéricultrices, elles sont arrivées en fait avec des expériences terrain. Donc tout ça, ça permet d'améliorer en fait les solutions, la créativité et d'enrichir la société. Des solutions qui répondent aussi à des besoins concrets. Absolument. Et toi, Aminata, je voulais savoir s'il y avait une rencontre, une personne ou une structure qui avait vraiment joué un rôle clé dans ton parcours et dans le démarrage de Chef It Up. Alors moi, j'ai fait 2 belles rencontres. Une rencontre au tout début du projet. En gros, j'étais encore en alternance et on avait bossé sur une boîte. Et moi, je suis passionnée par les parcours entrepreneuriaux. Et on avait bossé sur une boîte nantaise. Et j'avais kiffé leur parcours, etc. Et là, je décide d'envoyer un message sur LinkedIn au fondateur. Et je lui dis, écoute, j'ai un projet. J'ai pas encore de nom, j'ai pas encore exactement le concept, mais j'aimerais t'en parler. Et là, le mec me répond.
Il me dit ok, pas de souci, on se prend un café la semaine prochaine et on en discute. Et en fait, ça a été l'une des premières personnes à qui j'ai parlé vraiment de Shape It Up et qui m'a donné des conseils hyper concrets. Et je me souviens, il m'a dit, écoute Amy, t'es une femme, t'es maman, t'es noire, ça va être difficile, mais accroche-toi. Et lui, c'était un homme blanc, trentenaire, vraiment, il cochait toutes les cases. Il m'a dit, t'as pas le profil de l'entrepreneur qu'on a l'habitude de voir, et encore plus quand on est en région. Parce qu'à Paris, je trouve qu'il y a encore un peu plus de diversité. Et juste le fait de voir une personne un peu me valider, à l'époque, j'avais un petit peu besoin aussi de légitimité. Et je me suis dit, bon, ok, Amy, là, t'as quelque chose. Et la deuxième structure, c'était pareil, quelques mois plus tard, je participe à un petit challenge et j'arrive à rentrer dans un espace de coworking à Nantes qui s'appelle Startup Palace. Et eux aussi m'accompagnent pendant plusieurs mois sur tout le début et ils me font confiance, je leur fais confiance et on avance comme ça, ils me mettent un peu dans l'écosystème startup qui est souvent très fermé, très élitiste, c'est souvent que des hommes blancs, trentenaires. Déjà il y a très peu de femmes blanches, mais encore moins, moi j'étais la seule femme noire de l'écosystème. Donc il faut, parfois on se sent un peu illégitime, on va se dire il faut faire plus pour montrer que. Et on a aussi ce syndrome où on a l'impression que leurs paroles valent de l'or. Et j'avais du mal aussi parfois à imposer mes idées. Mais voilà, après, avec le temps, on prend confiance et on se dit, en fait, non, ça, j'ai pas envie de le faire. Mais voilà, c'est vraiment les deux personnes, en tout cas structures personnes qui m'ont fait confiance au début de mon parcours. Et toi, Matt, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de femmes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui ? Dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans d'autres domaines, dans l'art, dans la musique. Dans l'entrepreneuriat, j'ai pas en tête. Après, j'ai des réponses qui vont paraître faciles, mais forcément, ma mère, mon ex-épouse aussi, qui en fait travaille dans le domaine RH et qui a tout lâché pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je trouvais ça super courageux à son âge après avoir eu 2 enfants. Donc ouais, des exemples comme ça m'inspire de ouf. Et quand je vois ça, je me dis... c'est très très dur pour les femmes et des fois ça va être peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je me dis on a quand même de la chance d'être des hommes dans ce monde d'hommes quand tu vois comment c'est compliqué de l'autre côté. Et toi, Swad, est-ce qu'il y a eu pour toi des rôles modèles, des personnes qui t'ont vraiment inspiré dans ton parcours ou en tout cas quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Alors, première partie de réponse, comme toi, ma mère, donc entrepreneuriat, mais pas du tout comme on le connaît aujourd'hui, hein, c'est vraiment... commencer à faire de la nourriture pour les autres, etc. et à le valoriser. À mon goût, elle ne le valorise toujours pas assez, mais bon, c'est ce qu'elle aime faire. Et pour moi, c'est un premier modèle d'entrepreneur. Et après, en France, en fait, moi, j'ai pas trop de modèles de femmes entrepreneurs qui m'inspirent. De toute façon, en France, il y a très peu de femmes qui font leur place. Et je pense qu'elles appartiennent aussi à une catégorie sociale qui finalement ne connaît pas les difficultés que nous, on peut connaître en tant que femmes d'origine sociale et ethnique différente, etc. Après, à l'étranger, il y a quelques femmes entrepreneurs qui sont vraiment extraordinaires. Je pense à des afro-américaines, je pense à des indiennes américaines aussi, où là, en fait, on le voit bien... c'est un avantage, alors qu'ici en France, c'est un inconvénient de partir de là où on part, de qui l'on est. Et pour faire sa place, il faut copier les codes de milieux sociaux bourgeois. Moi, je me souviens que j'ai squatté tous les incubateurs pour copier, coller. J'écoutais les conversations des entrepreneurs de grandes écoles et je me disais, ah ouais, mais en fait, il faut absolument que je fasse comme eux. Déjà, ils ne partageaient pas les astuces, les tips, etc. C'est assez injuste parce qu'on a l'impression de devoir faire un effort supplémentaire par rapport aux autres. Mais on est toujours dans la surperformance, je trouve, quand on vient de milieux populaires en France. Mais après, ça devient une force. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans la faiblesse ou dans la victimisation. C'est que, bien sûr que les statistiques, elles sont claires. On sait très bien que le déterminisme social, il y en a plein qui ne veulent pas parler de ça, mais c'est quand même la réalité. On est des anomalies statistiques encore, nous. Et c'est pas normal. Alors que aujourd'hui, quand on regarde cet événement, il y a plein de jeunes qui veulent entreprendre. C'est juste qu'il faut leur donner les moyens donc financiers et ensuite les moyens matériels, parce qu'on n'a même pas, dans les quartiers populaires, d'espace suffisant pour apprendre à entreprendre. Bien, moi, je suis passée, je me souviens, en 2017, par les déterminés.
Et je suis passée par la déterminée parce que j'ai vu qu'il y avait une formation gratuite dans Paris. Et pour ça, il faut déjà être dans Paris. Donc, j'imagine même pas les femmes de milieux populaires, mais qui en plus sont dans la ruralité. Ça doit être impossible. Donc là, si les institutions écoutent, il faut ouvrir en masse des espaces de formation et des espaces d'entrepreneuriat dans les milieux urbains et ruraux en France. Et surtout des dispositifs bien particuliers, notamment pour des femmes qui ont envie d'entreprendre, donner des moyens financiers supérieurs parce que, en fait, on part pas du même pied on part pas du même endroit que les hommes. Et est-ce que tu as eu justement l'impression de devoir parfois faire tes preuves, de montrer plus que les autres? Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, j'ai fait ma place dans ce milieu et voilà, j'ai su imposer ma légitimité? Et par quels moyens justement tu as pu imposer ce statut-là? En fait, il y a quelques années, quand j'étais avec d'autres écoles, dans des réunions, eux avaient très rapidement scalé. C'est vraiment le mot qu'on aime entendre dans l'entrepreneuriat. Il faut scale up, scale up. Moi, je considère que quand on fait de l'accompagnement professionnel d'adultes, d'où l'on est, au contraire, il faut prendre son temps, il faut prendre le temps d'apprendre. Mais surtout, en fait, il faut créer des dispositifs qui permettent de prendre en compte les freins périphériques que vivent les femmes. Le frein économique, le frein de la mobilité, la charge mentale, la charge domestique. Enfin, vraiment, il y a énormément de freins à l'entrepreneuriat. Donc déjà, en fait, ça partait de là. Je me retrouvais dans des réunions avec des gens qui, eux, n'ont aucun problème à être là à ce moment-là. Ils ont les informations, ils ont les capitaux, ils ont le réseau. Et donc, l'une des plus grosses difficultés que j'ai traversées, c'est de créer du réseau. Et encore, je trouve que mon réseau, il y en a plein qui en profitent parce qu'en fait, un réseau, ça se partage. Mais même moi, je trouve que c'est pas suffisant. Et même si aujourd'hui, on a très bonne réputation parce qu'en fait, on est hyper exigeante avec les femmes qu'on forme, parce que le marché de l'emploi va être exigeant avec elles, en fait, on est quand même très peu connu du marché de la formation, alors qu'en fait, former des femmes de milieux populaires à la tech, c'est juste indispensable aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi développer les compétences de toutes les Françaises et les Français sur ces outils, parce que vraiment, on est hyper en retard. Et après, la dernière chose, c'est que là où je me suis démarquée, c'est justement par la qualité de nos formations. Quand j'ai vu que beaucoup scalaient, en fait, ça réduisait quand même la qualité. Nous, j'ai toujours eu une croissance raisonnée, mais en maintenant une qualité. Et là, on a prouvé en fait qu'on avait beau être plus petit, le principal, c'est de maintenir la qualité, parce que derrière, c'est de l'emploi et il faut vraiment accompagner des personnes jusqu'au bout et pas juste sur des courtes durées. Oui, proposer une formation vraiment personnalisée et de qualité adaptée à chaque profil. Et toi, Aminata, un peu même question. Est-ce que tu as vécu cette impression de devoir faire tes preuves plus que les autres? Et si oui, quels moyens tu as mis en place pour vaincre ça, pour vaincre ce sentiment-là et vraiment faire ta place dans ce milieu? Bah effectivement, oui. On peut pas dire autrement, mais non, ça veut pas dire ça veut rien dire ce que j'ai dit. On a compris le message. Voilà. En fait, je sais pas si on doit en faire plus ou si on nous demande d'en faire plus, je sais pas, ou si c'est nous qui nous mettons la pression pour en faire plus. Et moi, je te rejoins. J'ai été et surtout, comme je te dis, en région, c'est des écosystèmes qui sont très fermés. Et du coup, en fait, d'arriver avec son histoire, avec sa culture, avec son... Et parfois ça fait peur parce qu'on se dit qu'on ne leur ressemble pas et en fait on essaye de forcer le trait dans sa façon de parler, dans les sujets qu'on va aborder, etc. Parfois il y a des sujets qui nous frustrent et on a envie de dire ce qu'on pense et on ne se le permet pas. Donc ça c'est des choses que j'ai vécues et en fait il y a un moment où je me suis dit bon écoute Ami, là moi je rentrais chez moi et je me disais Ami, je me reconnaissais plus, je me disais mais qui je suis. J'avais vraiment une dualité en moi où j'avais les traits du quartier. Mais vraiment, une dissociation. J'avais les traits du quartier qui étaient là, j'avais moi qui était là, et j'avais la Aminata que j'étais quand j'étais dans cet environnement très start-up. Et à un moment, je me suis dit, stop. En fait, je me reconnaissais plus, je me suis dit, stop. Et là, je me suis dit, Ami, tu vas montrer qui tu es vraiment. Et parfois, peut-être qu'ils ont dit bizarre, elle a changé. Mais en fait, c'est que comme ça, je pense qu'on peut réussir et on peut s'imposer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es toi-même, en fait, les gens, ils sont attirés par toi. Tu attires plus les gens en étant toi-même et en ayant ta patte
qu'en essayant. De toute façon, on est. Enfin, on est différent. Qu'en essayant d'imiter Ouais, quelqu'un. on est différent, on vient de milieux différents, etc. Et je pense que c'est cette richesse de diversité qui fait la relation. Donc ne pas avoir honte d'où l'on vient, ne pas essayer de copier des traits, et voilà, et d'apporter juste toi ta différence pour que, ok, ah ouais, je me souviens de la petite Aminata là à l'époque, elle m'avait tapé dans l'œil parce qu'elle était, elle avait parlé d'un sujet qui, et en fait c'est comme ça, en tout cas que j'ai réussi à faire mon chemin et à faire ma place. Alors Ahmad, Bouscapé, c'est un média vraiment qui a un rayonnement aujourd'hui national, voire international. Est-ce que tu peux me parler peut-être de jeunes femmes issues du quartier qui sont venues vous voir et que vous avez réussi à mettre en avant et pour qui ça a été un tremplin par exemple, d'être mis en avant, valorisé par Bouscapé? Et qu'est-ce que vous faites un peu justement avec ce média pour essayer de mettre en valeur des femmes dans les quartiers? Nous déjà, on a des journalistes femmes et racisées qui sont passés chez nous. Et qui, ça a été un passage pour elles, mais en tout cas un passage qui leur a donné une certaine visibilité, une confiance aussi, parce que je pense que Bouscapé c'est une bonne école aussi pour les journalistes qui passent chez nous. Donc ça, là-dessus, déjà, on fait un gros effort. Que ce soit aussi sur les postes qu'on fait sur Bouscapé, nous de base, on était très masculins. On avait 80% d'hommes et 20% de femmes qui consommaient le média. Avec l'arrivée de, par exemple, c'est un homme, mais Jalal, le rédacteur en chef, il arrivait aussi avec cette mission de se dire comment on va inverser ce truc-là. Tu vois, même si on n'arrive pas à 50-50, comment en fait on va se rapprocher du truc. Il est arrivé il y a 3 ans et en fait on a fait tout un travail, on mettait de plus en plus en avant des femmes, même si c'est sur des trucs à la con, mais sur des postes d'illustration, au lieu d'illustrer par un homme, si tu parles d'un film, tu vas prendre l'actrice et tu vas illustrer. Et petit à petit ça a fait son chemin. Et aujourd'hui on est plutôt à 60% d'hommes et 40% de femmes. Déjà ça c'est une réussite pour nous qui est hors norme. Après si jamais j'étends le truc sur les flammes qu'on coproduit avec Yard. Là, c'est la 3e édition, on prépare la 4e. Dès le départ, on s'est dit qu'il faut que ce soit parité partout. Donc parité sur les performances, autant de femmes que d'hommes, parité sur les jurés. C'était notre truc dès le départ. Sur la parité sur les performances, ça a été dur d'arriver à un 50-50, mais on va dire qu'on s'en est rapproché, on était à 60-40. On était content parce que pareil, ça faisait la part belle à des artistes féminines qui, si on n'avait pas forcé le trait, en fait, tu les aurais jamais vus à 1 heure de grande écoute sur YouTube et à la télé. Donc voilà, nous, c'est un peu comme ça qu'on essaye de pousser le truc et d'intégrer de plus en plus de femmes chez nous. On a fait l'erreur aussi. Nous, au départ, Bouscapé, c'était 3 hommes. Après, on était 6 hommes, 7 hommes. Et après, à un moment donné, aujourd'hui, on est une vingtaine. On est à 12 femmes et 8 hommes. Donc tu vois, on évolue petit à petit aussi. Plus il y aura de femmes dans les équipes des différents médias, plus il y aura aussi de femmes qui seront mises en valeur c'est clair. sur les différents supports médiatiques. Alors, après, le but, je pense que, et je terminerai là-dessus, ce qui est important aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, on arrive à intégrer des femmes et se dire, on crée la parité, mais venez, on ne crée pas des quotas non plus. Et ces femmes-là, aussi, à un moment donné, c'est pas genre tu vas dire, j'ai pris une journaliste femme, t'as vu, je suis avec les femmes. Non, viens, fais-la upgrader aussi, donne-lui des postes à responsabilité. Et je pense que là, on aura gagné. Et c'est par là que va passer la réussite. Alors, il nous reste que 3 minutes, donc on va s'approcher de la fin. Peut-être pour commencer, Aminata, quand tu regardes un peu en arrière, si tu parles, si tu te vois un peu en arrière, la jeune entrepreneur que tu étais, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a un moment, une décision que tu as prise, un petit ou un grand pas, qui à ton avis symbolise aujourd'hui ton parcours et incarne pour toi cette réussite? Moi, la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir créé de l'emploi. Aujourd'hui, on fait travailler des femmes. Donc en fait, chez Fitop, c'était une mission qui était importante pour moi, une mission sociale. C'était de donner la chance aux femmes de vivre de leur passion qui est la cuisine. Donc aujourd'hui, c'est plus d'une 30aine de femmes qu'on a formées, principalement qui viennent de quartiers qui sont populaires, en tout cas qui ont un pied dans le quartier et qui sont passionnés par la cuisine et qui n'arrivaient pas à en vivre parce que c'était un milieu qui était très masculin, c'était un milieu qui était difficile. Et aujourd'hui, grâce à Chez Fitop, elles vivent de leur passion. Et quand moi, je reçois un message d'une de ces chefs qui me dit « Ami, merci pour ce que tu as fait pour nous » et j'ai même pas l'impression de travailler, tellement je kiffe ce que je fais, pour moi, la mission, elle est gagnée. Et s'il y avait une action que j'ai mis en place, que j'ai faite pour tout ça, c'est en fait de passer à l'action.
Parfois, on est très dans l'attentisme, où on se dit, ouais, attends, je vais faire ma stratégie, après je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, c'est vraiment de foncer. Ça veut dire que tu vas faire des erreurs, mais ces erreurs-là, elles vont te permettre en fait d'avancer encore plus rapidement sur ce que tu vas faire. Et pour moi, c'est vraiment cette façon-là, enfin, en tout cas d'entreprendre dans cette façon-là qui est la plus pertinente. Et d'apprendre de ses erreurs et d'avancer et toujours d'agir. Et toi, Swad, si une jeune femme vient te voir en te disant voilà, j'y comprends rien à la tech, mais j'aimerais me lancer, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Pour commencer, apprendre en ligne, c'est gratuit. Ensuite, je dirais que si tu es jeune, c'est d'aller vers les sciences et les technologies parce que c'est totalement fait pour les femmes. Et puis, plutôt pour les personnes qui sont en reconversion, il y a aujourd'hui plein de formations gratuites, soit dans le code, soit dans la cybersécurité. Et en ce moment, particulièrement en cybersécurité, il y a beaucoup de besoins. Et les entreprises recrutent même des femmes qui sont juniors. Et surtout, en fait, on gagne mieux sa vie. Et pour moi, c'est le meilleur raccourci aujourd'hui, travailler dans la tech, pour se garantir d'un revenu qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui dans d'autres milieux. Tout à fait. Et Ahmad, peut-être un dernier mot également sur Bouscapé, sur vos prochains projets. Sur nos prochains projets? Par exemple, on peut parler de... Les Flammes. Là, yes. On est en train de travailler sur la 4e édition. Donc je pense que ça va être cool. La 3e édition, elle a été dure, mais la 4e sera meilleure, je pense. Eh ben, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Big Media aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat des femmes. Et je vous laisse car il y a pas mal d'animations sur la base, la scène principale de QG. On va aller voir ce qui se passe et on se retrouve très bientôt. Merci d'être venus. Beaucoup. Merci.